Imagine pouvoir entraîner ton esprit pour être plus heureux, aimer plus profondément et vivre avec plus de sagesse. La neuroscience moderne révèle que les pratiques bouddhistes ne transforment pas seulement notre esprit, mais aussi la structure physique de notre cerveau. Tu veux découvrir comment appliquer ces enseignements millénaires pour améliorer ta vie quotidienne? Ne rate pas cette vidéo où nous explorons le pouvoir du cerveau de Bouddha. Le cerveau de Bouddha, qu'est-ce que c'est et pourquoi devrais-tu le connaître? Imagine un instant que tu as entre tes mains le pouvoir de façonner ton esprit, comme si ton cerveau était un jardin et chaque pensée que tu choisis une graine. Certaines te procureront de la paix, d'autres te donneront de la clarté, et beaucoup d'entre elles peuvent t'apporter le bonheur que tu as toujours cherché. C'est exactement ce dont parle le concept du cerveau de Bouddha, et ce n'est pas quelque chose de symbolique ou mystique, c'est quelque chose que la science peut expliquer aujourd'hui. Il y a environ 2000 ans, un jeune prince nommé Siddhartha Gautama a décidé d'abandonner tout ce qu'il connaissait, richesse, luxe, confort. Il est parti dans la forêt en quête de quelque chose que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient lui offrir, une manière d'apaiser la souffrance humaine. Après des années de recherche et de méditation profonde, il a atteint ce que l'on appelle aujourd'hui l'illumination. Ce qu'il a trouvé, c'est une manière de vivre qui transforme non seulement la façon de penser, mais aussi le cœur et le corps. Bien qu'à son époque il n'y ait pas de terme pour la neuroscience, ce que Bouddha enseigna coïncide étonnamment avec ce que nous savons aujourd'hui sur le fonctionnement de notre cerveau. Les scientifiques appellent cela la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer, à s'adapter et à apprendre tout au long de la vie. C'est ici que le bouddhisme se connecte à la science. Ce que Bouddha a découvert grâce à la méditation et à la pratique de la pleine conscience, c'est que l'esprit peut être entraîné comme un muscle. Et lorsqu'on l'entraîne, on change la manière dont on expérimente le monde. Pense à cela. Si dès ton enfance, on t'a appris à réagir par la peur ou la colère chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, c'est un modèle que ton cerveau a répété tellement de fois qu'il est devenu automatique. Mais si tu commences à pratiquer la tranquillité, la compassion ou le détachement, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Littéralement, tu changes la structure de ton cerveau. Tu cultives le cerveau de Bouddha, un cerveau qui répond avec sagesse au lieu de réagir impulsivement, un cerveau qui ne s'attache ni à la douleur ni au désir insatiable. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Rick Johnson, un neuropsychologue qui a consacré sa vie à étudier ce sujet, l'explique de manière simple. Ce que l'esprit fait, le cerveau le devient. Si tu médites sur la paix, ton cerveau devient pacifique. Si tu te concentres sur la gratitude, ton cerveau devient reconnaissant. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être un moine pour y parvenir. Il te suffit d'intention, de pratique et de comprendre comment fonctionne ce processus. Alors pourquoi devrais-tu connaître le cerveau de Bouddha? Parce que c'est la clé pour une vie plus pleine. C'est la manière dont tu peux te libérer des émotions qui te rongent, comme le stress, la peur ou la colère. C'est l'outil qui te permet de créer un état d'esprit lumineux, plus libre, et cela peu importe qui tu es ou où tu te trouves. C'est quelque chose que tout le monde peut accomplir. Dans les prochains chapitres, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne cette connexion entre le bouddhisme et la neuroscience, quel changement concret cela provoque dans ton cerveau et comment tu peux commencer à appliquer ces enseignements dès aujourd'hui. Neurosciences et bouddhisme, la connexion qui transforme ton esprit. Il y a seulement quelques décennies, la science pensait que le cerveau était comme une machine qui s'usait avec le temps. On croyait qu'à l'âge adulte, il était difficile, voire impossible, de changer la façon dont il fonctionnait. Si tu étais une personne anxieuse, nerveuse ou négative, on pensait que c'était juste ta façon d'être et que tu resterais ainsi pour toujours. Mais les récentes avancées en neurosciences ont démoli ces idées. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau est malléable, qu'il a une capacité incroyable à changer sa structure et ses fonctions tout au long de la vie. Cela s'appelle la neuroplasticité, et c'est ici que le bouddhisme prend une longueur d'avance sur la science, car ce que Bouddha a enseigné, c'est que l'esprit peut être entraîné, et en l'entraînant, tu entraînes toute ta vie. Imagine que ton cerveau soit comme une forêt. Chaque fois que tu as une pensée, c'est comme si tu marchais sur un sentier.
Plus tu empruntes ce chemin, plus il devient clair et facile à parcourir. Si cette pensée est négative, comme l'inquiétude, la peur ou la colère, ce sentiment devient de plus en plus profond. Mais si tu choisis de marcher sur d'autres sentiers, si tu commences à penser à la paix, à la compassion ou à la gratitude, ces autres chemins deviennent plus clairs et plus solides. La neuroscience a prouvé que ce n'est pas juste une métaphore. Lorsque nous répétons certains types de pensées ou d'émotions, de nouvelles connexions neuronales se créent, renforçant certains circuits, et au fil du temps, notre façon de ressentir et d'agir change. La pratique bouddhiste, en particulier la méditation et la pleine conscience, agit précisément sur cela. Lorsque tu médites, tu entraînes ton attention à revenir encore et encore à l'instant présent. Au début, c'est difficile. L'esprit saute comme un singe d'une branche à l'autre, mais chaque fois que tu le ramènes, c'est comme renforcer un muscle. La science a montré que les personnes qui méditent régulièrement développent plus de matière grise dans des zones du cerveau liées à la mémoire, à l'empathie et à l'autocontrôle. Par exemple, Richard Davidson, un neuroscientifique qui a étudié les cerveaux des moines bouddhistes, a découvert quelque chose de fascinant. Ces moines montraient des niveaux d'activité dans le cortex préfrontal gauche, une zone associée aux émotions positives et au bien-être, bien plus élevés que ceux des personnes qui ne méditaient pas. De plus, leur cerveau montrait des modèles de compassion et de sérénité que l'on pensait auparavant impossibles à atteindre de manière stable. Et c'est ici que la pratique quotidienne prend tout son sens. Tu n'as pas besoin de vivre dans un monastère, ni de passer des années en silence pour changer ton cerveau. Il suffit de commencer petit à petit. 5 minutes par jour de pleine conscience, de respiration consciente ou de méditation de la compassion peuvent activer ces processus de changement. La science l'a déjà mesuré. On a observé des changements dans le cerveau des personnes qui méditent seulement quelques semaines. Le bouddhisme a toujours parlé de cela comme dompter l'esprit. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens ou de te forcer à être heureux. Il s'agit d'observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Lorsque tu fais cela, tu crées un espace de liberté en toi, et c'est dans cet espace que se produit le véritable changement. La neuroscience moderne confirme ce que les maîtres enseignent depuis des siècles. La souffrance vient d'un esprit incontrôlé, et le bonheur est le résultat d'un esprit entraîné. Ce qui est puissant, c'est de savoir que cet entraînement est à la portée de tous. Ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence que tu peux apprendre et développer à n'importe quel moment de ta vie. Dans le prochain chapitre, nous allons aller un peu plus loin et voir comment la méditation transforme précisément la structure et le fonctionnement de ton cerveau. La méditation renforce notre comportement en régulant certaines zones du cerveau. Cela se traduit par un meilleur autocontrôle, des décisions plus réfléchies et une capacité accrue à maintenir notre attention. As-tu déjà eu l'impression d'essayer de te concentrer et de voir ton esprit s'égarer? La méditation entraîne cette attention comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient facile de rester présent. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se passe au niveau des ondes cérébrales. Lorsqu'on médite, les ondes alpha et gamma augmentent et elles sont associées à un sentiment de calme profond et de clarté mentale. Cela te permet de rester détendu sans être endormi, éveillé sans être anxieux. C'est l'équilibre que beaucoup recherchent et que peu arrivent à atteindre naturellement. Une étude bien connue, dirigée par Sarah Lazar à l'université de Harvard, a montré que des personnes pratiquant la méditation de pleine conscience pendant seulement 8 semaines ont expérimenté une augmentation de la densité de matière grise dans des régions du cerveau liées à l'empathie, la mémoire et la régulation émotionnelle. 8 semaines, pas des années ni des décennies, seulement 2 mois de pratique régulière, quelques minutes par jour. Et voici la partie qui change la donne. Ces bienfaits ne dépendent pas de tes croyances. Peu importe que tu sois bouddhiste, chrétien, athée ou autre, le cerveau répond à l'entraînement, pas à la foi. La méditation est une pratique universelle, comme l'exercice physique. Tu n'as pas besoin de croire aux muscles pour qu'ils se renforcent quand tu t'entraînes. Peut-être te demandes-tu comment commencer. La simplicité est souvent la plus puissante. Assieds-toi en silence, observe ta respiration, note les pensées qui surgissent sans les suivre et ramène-toi à chaque fois au moment présent. C'est tout. 5 minutes par jour peuvent faire toute la différence. Et si un jour tu manques, recommence le jour suivant.
La clé est la constance, pas la perfection. À mesure que tu pratiques, la façon dont tu vois le monde change. Ce qui te perturbait avant te laisse maintenant indifférent. Ce qui semblait insupportable devient gérable. Tu commences à te sentir maître de ton propre esprit, et c'est là que la méditation transforme non seulement ton cerveau, mais aussi ta vie. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de quelque chose que nous recherchons tous, le bonheur. Que dit le bouddhisme à ce sujet? Et que dit la science? La réponse pourrait te surprendre. Le mieux, c'est que tu puisses la mettre en pratique dès aujourd'hui. Le bonheur, selon Bouddha et la science moderne, c'est ce que nous recherchons tous. La paix, la joie, le bien-être. Mais si tu y réfléchis, nous passons une grande partie de notre vie à poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait de quelque chose qui se trouve là-bas, quelque part, à atteindre. On pense qu'on l'obtiendra lorsque nous aurons plus d'argent, un meilleur travail, ou lorsque tout sera exactement comme nous le voulons. Et pourtant, ce que Bouddha a enseigné est tout le contraire. Le bonheur n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur, c'est quelque chose que l'on cultive à l'intérieur. Un jour, Bouddha aurait été abordé par un homme qui voulait savoir quel était le secret du bonheur. Bouddha lui répondit que le bonheur vient de la capacité à lâcher prise, à abandonner le désir et l'attachement. Cela peut paraître simple, mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela veut dire que nous souffrons lorsque nous nous accrochons à des choses qui ne durent pas, qui changent. Et comme tout change, nous vivons souvent pris au piège de la frustration. Le secret, c'est d'apprendre à vivre en paix avec le changement, sans dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Que dit la science moderne à ce sujet? Étonnamment, elle dit la même chose. La psychologie positive et la neuroscience ont démontré que le bonheur ne dépend pas tant de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. Ce sont nos pensées et nos habitudes mentales qui déterminent si nous nous sentons bien ou mal la plupart du temps. Un projet de recherche très connu, le projet du bonheur de Harvard, a suivi des personnes pendant plus de 80 ans et a montré que la clé d'une vie heureuse ne réside ni dans la richesse ni dans le succès professionnel, mais dans la qualité de nos relations et notre capacité à être présent. Le bonheur a plus à voir avec la connexion, la gratitude et l'attitude mentale qu'avec les circonstances extérieures. C'est ici que la pratique bouddhiste s'intègre parfaitement. Lorsque tu entraînes ton esprit par la pleine conscience, tu te rends compte de quelque chose de fondamental. Le moment présent est suffisant. Il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait. Il n'est pas nécessaire qu'il dure pour toujours. Ce qui est important, c'est d'être là, en train de le vivre pleinement. C'est quelque chose que la méditation t'enseigne à expérimenter, non à comprendre intellectuellement, mais à ressentir dans ton corps. Bouddha parlait de 3 poisons qui empoisonnent notre esprit et nous volent le bonheur: le désir insatiable, le rejet et l'ignorance. La neuroscience l'explique en termes de biais de notre cerveau. Nous sommes programmés pour nous concentrer sur ce qui nous manque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait empirer. C'est un mécanisme de survie, mais si tu ne l'entraînes pas, tu finis par vivre dans un état constant d'insatisfaction. La bonne nouvelle, c'est que tu peux rééduquer ton cerveau en pratiquant la gratitude. Plusieurs études ont démontré que les personnes qui prennent quelques minutes par jour pour se rappeler les bonnes choses qui leur arrivent, même les plus simples, développent un bien-être plus élevé. Leur cerveau montre plus d'activité dans les zones liées à la joie et à la satisfaction. Un autre chemin est la compassion. Les études de Richard Davidson et de Mathieu Ricard, connu comme l'homme le plus heureux du monde selon la science, montrent qu'en méditant sur la compassion, non seulement tu deviens plus bienveillant avec les autres, mais ton cerveau produit aussi des états de bien-être profond et stable. C'est comme si prendre soin des autres activait une source interne de bonheur qui ne dépend de rien d'extérieur. En résumé, le bonheur selon Bouddha est une compétence que l'on cultive. Ce n'est pas un coup de chance ni quelque chose que l'on doit poursuivre toute sa vie. Et la science le confirme. Le bonheur est le résultat de ce que tu fais avec ton esprit, tes habitudes et tes émotions. Il ne s'agit pas de se forcer à être toujours souriant, mais de développer un esprit capable de rester en équilibre, même lorsque la vie n'est pas parfaite. Dans le prochain chapitre, nous parlerons d'un ingrédient clé pour y parvenir, l'amour et la compassion. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous cultivons ces qualités? Pourquoi sont-elles si puissantes pour guérir notre esprit et notre corps?
Je t'en parlerai bientôt. La compassion selon le bouddhisme et comment cela peut t'aider aujourd'hui est plus simple qu'il n'y paraît. L'une des techniques les plus connues s'appelle Metta, la méditation de l'amour bienveillant. Elle consiste à fermer les yeux, respirer profondément et répéter des phrases comme « que je sois heureux, que je sois en paix, que je sois libre de souffrance ». Ensuite, tu étends ce souhait aux autres, à ta famille, à tes amis et même aux personnes avec lesquelles tu as des conflits. Finalement, tu l'élargis à tous les êtres vivants. Au début, cela peut sembler artificiel, mais ce qui est intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas de distinction entre ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. À mesure que tu répètes ces intentions, tu entraînes ton esprit et ton corps à ressentir une véritable compassion. Plus tu le fais, plus il devient facile de ressentir de l'empathie, de pardonner et d'agir depuis l'amour dans la vie quotidienne. La neuroscience confirme ce que le bouddhisme enseigne depuis des siècles. L'amour et la compassion ne sont pas seulement des vertus, mais des pratiques qui changent le cerveau. Elles aident à développer un esprit clair, un cœur calme et une vie pleine de sens. Cela ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui t'entourent, car lorsque tu agis avec compassion, tu crées un effet domino. Les personnes qui reçoivent ta bonté ont tendance à la répliquer, et cela transforme des familles, des communautés, voire des sociétés entières. Dans le dernier chapitre, nous allons parler de la façon de mettre tout cela en pratique avec des exercices concrets pour entraîner ton esprit au quotidien et cultiver le cerveau de Bouddha. Maintenant, passons à la sagesse pratique avec des exercices quotidiens pour entraîner ton esprit. Jusqu'à présent, la question est claire. Comment commencer? La théorie est bien, mais le vrai changement se produit lorsque tu appliques ces enseignements dans ta vie quotidienne. Pour cela, tu n'as pas besoin de plusieurs heures ou de conditions spéciales, juste de l'engagement et de la constance. Voici 3 pratiques simples mais très puissantes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Premièrement, la méditation de la respiration consciente. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens l'air qui entre et sort de ton corps. Chaque fois que ton esprit s'égare, ramène-le doucement à la respiration. Fais-le pendant 5 minutes par jour. C'est l'exercice le plus simple pour entraîner ton attention et apaiser ton esprit. Deuxièmement, la pratique de la gratitude. Avant de t'endormir, pense à 3 bonnes choses qui t'ont arrivé pendant la journée. Peu importe si elles sont petites, un sourire, un bon repas, un moment de calme. Cela entraîne ton cerveau à se concentrer sur le positif et crée un état de bien-être plus stable. Troisièmement, la méditation de la compassion. Pendant quelques minutes, souhaite le bien-être des autres. Tu peux répéter dans ton esprit « que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu vives en paix ». Cette pratique ne renforce pas seulement l'amour pour les autres, elle guérit aussi ton propre esprit et ton cœur. De petits pas chaque jour. C'est ainsi qu'on cultive le cerveau de Bouddha, avec patience, intention et la certitude que chaque pratique, aussi simple soit-elle, compte. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous approfondirons ces sujets. Laisse-moi un commentaire pour me dire quelle pratique tu vas commencer aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.